Et donc on a mis des normes, etc. pour non, mais à la fois avoir des produits de la surqualité. Oui. Au final, la variable d'ajustement, c'est quand même le pouvoir d'achat. Donc au final, les gens n'achètent plus. Après le Covid, etc., les gens sont un petit peu intéressés aux produits courts et aux produits haut de gamme. Mais aujourd'hui, tout ça est fini et les gens vont acheter le moins cher. Et au final, le moins cher, c'est les produits importés qui n'ont pas du tout les mêmes normes que les nôtres. Parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, vous savez bien, et que ça coûte de plus cher de se nourrir. Voilà. Alors pouvoir d'achat, alors il y a des gens qui margent, qui prennent la valeur pour eux. Ça, c'est un fait. Mais malgré tout, ils vont quand même chercher des produits importés, bas de gamme, au moins cher, etc. Donc ça pose un souci quand même. Et c'est monté en gamme pour qui? Monté en gamme? Bah, nous, l'agriculture française est montée en gamme parce qu'on a mis des normes, etc. Alors on peut dire monter en gamme ou pas, mais en tout cas, il y a de plus en plus de normes. Et forcément, c'est un coût de production plus élevé. Et forcément, on n'est pas compétitif. Vous avez quoi comme retour de ces normes qui sont différentes selon les pays? Pourquoi vous avez ça et pas les autres pays? Comment on peut vous expliquer? Ça paraît pas logique, ça paraît injuste. Enfin, ça paraît injuste. Oui, non, mais on a plein de produits qui sont ou interdits ou qui ont des restrictions d'usage. Et puis les pays étrangers, ils passent directement et ils vont vendre à votre place. Les pays utilisent des produits, vous prenez sur la cerise, il y a des produits de protection de la cerise qui sont interdits en France. Et les politiques, si vous les avez devant vous, vous leur dites quoi? Comment c'est on leur explique que nous, par rapport à un produit, on a des restrictions sur des ZNT, des zones non traitées, terrestres, aquatiques. Il y a plein de choses, il y a plein de dossiers à traiter. Voilà, il y a plein de restrictions qui fait qu'on peut plus... Il y a beaucoup plus de paperasse qu'avant, ça. Oui, mais au-delà de la paperasse, c'est surtout le pouvoir utiliser ou pas. Quoi. Donc, l'isolé social en France aussi, qui est différent des autres pays. Et le problème, c'est ça qui est important aussi. Voilà, il a complètement raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on pénalise l'économie et si on pénalise la production, on fait plus de richesse, et si on n'a plus de richesse, on n'est plus capable de payer la transition écologique, on n'est plus capable de payer le social. Et il faut reprendre le problème dans l'autre sens, et on fait de la richesse, et quand on a un pays qui a une économie qui tourne, etc., on peut payer sa transition environnementale et on peut payer le social et être solidaire socialement. Aujourd'hui, on a ruiné quelque part l'économie et particulièrement l'agriculture, ce qui fait que au final on n'a pas les moyens d'assumer notre environnement et notre social. Un pays, il faut faire du pays. L'Europe, ça va trop vite, ils ont voulu installer l'Europe, c'est peut-être que ça va trop vite. Vous êtes contre l'Europe ou pour l'Europe? Est-ce que vous voulez quitter l'Europe? Moi je pense qu'il y a des avantages à créer l'Europe, parce que sur une stabilité monétaire, sur la paix, etc., il y a des avantages, mais l'inconvénient c'est qu'on n'est pas gouverné en Europe. Il n'y a pas du tout un gouvernement réactif. Regardez, on a fait le Farm to Fork. Je suis pas sûr. Le Farm to Fork. Enfin, ils ont fait une politique justement où il fallait décarboner, etc. Derrière ça, vous avez un conflit en Russie. Il n'y a pas du tout de réaction. On n'a pas changé de fusil d'épaule, on n'a pas changé de cap, alors qu'on s'est aperçu que tout changeait autour de nous, quoi. Et à un moment donné, on voit bien que l'Europe, il y a une inertie dans la gestion de l'Europe qui fait qu'on est toujours à 4 ans de retard et on se prend les pieds dans le tapis en permanence. Ça, c'est un vrai problème. Parce que l'Europe, on pourrait être une unité qui fonctionne et on a des pays trop divers dans l'Europe. On n'a pas fait une Europe sociale, ce qui aurait dû être fait avant de faire une Europe monétaire. Donc forcément, on se retrouve en concurrence avec les Polonais, etc. Et ça, c'est un vrai souci, quoi. Ouais, c'est une belle idée, mais il faut y aller par méthode, quoi. Et vous travaillez dans les céréales aussi? Les céréales, oui. Les céréales. Et vous, parce que parfois, pour ces Français qui ne comprennent pas, on peut penser qu'on va de plus en plus dans la malbouffe. Je ne parle pas de vous, hein. Et quand on est consommateur, on se demande où est-ce qu'on va acheter ces produits. Mais on veut acheter beaucoup plus. On se renseigne tous, de plus en plus on consulte les réseaux. On veut vraiment manger mieux. Et moi, si je suis là parmi vous aujourd'hui, c'est que je veux vraiment avoir votre... Je pense qu'il faut s'intéresser au local. Oui. Déjà au local. Et la malbouffe, souvent, il faut regarder ce que font les filières de nos produits. Oui. Parce que globalement, vous savez, les vaches allaitantes qu'on a sur le territoire, c'est à l'herbe. Finalement, c'est très extensif par rapport à ce que vous pouvez voir aux États-Unis ou en Chine, où ils font des porcs à 3 étages, etc. Nous, on est vraiment un pays encore avec une agriculture relativement familiale et avec un bien-être animal qui est encore de la qualité inégalable par rapport à l'extérieur. Bon, voilà, et nous, l'ambition, de toute façon,
d'un exploitant ou d'un éleveur en particulier, c'est plus son animal est bien traité, plus il lui rapportera d'argent. Donc même si on avait des mauvaises intentions, le bon sens fera qu'on traitera bien notre animal. Donc, même au niveau de l'économie de marché, voilà. C'est un non-sens. Et je pense que la malbouffe, elle se situe plus dans les filières et les industriels de ce qu'ils peuvent faire comme l'usage qu'ils peuvent faire de nos produits qu'au sein des exploitations, quoi. Donc le circuit court, je pense que ça a réinventé, même à l'échelle d'une région, etc. Il faut pousser à ça. Ouais. Je pense que manger local, vous savez qu'un paquebot ou un cargo pollue autant que 60 millions de voitures. Avec 20 cargos, c'est tous les véhicules du monde en termes de pollution. Je comprends, vous n'allez pas dire que... Donc moins on apportera, moins on fera du transport. On peut venir chez vous, on peut acheter les céréales chez vous directement. On a des circuits locaux, régionaux. Oui, voilà. Moi, chez moi particulièrement, oui, non. Sûr. On a des collègues qui le font. De ça. Mais on a des circuits locaux qui peuvent permettre ça. Quelles céréales vous proposez, vous produisez? Alors nous, blé, orge, maïs, etc. De l'orge, il y a des circuits un peu plus courts pour les malteries, on a des circuits malteries. Est-ce que je veux savoir... Après 60% va dans l'élevage quand même. Dans l'élevage, 60%. Dans l'alimentation. Dans votre métier, vous vous connaissez tous au niveau régional, plutôt par région On est tous. Pas tous forcément. On est peu nombreux, mais quand même. Non, mais sans vous connaître tous, indépendamment les uns des autres, mais est-ce que ça va vite au niveau des informations qui circulent quand quelqu'un se comporte pas bien, quand quelqu'un, un agriculteur se comporte mal ou plutôt abîme ses sols ou veut vraiment faire de l'argent plutôt que de la qualité. Tout ça peut circuler. Est-ce que ça circule rapidement, ça, comme info? Je dis ça pour peut-être empêcher certains de faire n'importe quoi, que l'info circule le plus vite possible. Malgré tout, on est quand même bien contrôlé et bien normé. Donc nous, la politique, c'est d'amener les agriculteurs à réfléchir sur leurs pratiques, etc. Oui. Si je vois d'un point de vue sanitaire ou maltraitance animale, on a des commissions de maltraitance animale. Et des contrôles. Et globalement, on a des points de vigilance. Et quand quelqu'un déconne un petit peu, on intervient. Je dis pas de dénoncer, je dis des contrôles peuvent se faire, mais vous aussi, quand vous êtes sur les lieux, en général, contrôle, quoi. On est plutôt une profession très responsable. Quand quelqu'un déconne, on va le voir, etc. Voilà. Quand à partir du moment où il fait plus le job comme il faut, on demande à l'État de prendre ses responsabilités et d'intervenir. Mais globalement, voilà. Mais on peut avoir un coup de mou. Vous savez, la vie, il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des hauts débats. Et parfois des gens qui ont des coups de mou et puis qui déconnent pendant un temps, puis après ils se reprennent. Il n'y a pas forcément de volonté de nuire. Vous avez le temps de faire un potager, d'avoir de planter pour aussi avoir votre jardin? Non. Votre prénom? Nicolas. Nicolas, je vous remercie. Vous êtes de la Meuse aussi? Oui. 35. Je vous remercie. Donc ce qui circule aussi, c'est vous voulez des actes. Vous attendez des actes, parce que les paroles face à des caméras, ça suffit pas, quoi. Puis un changement de raisonnement, quoi. Il y a un vrai changement de raisonnement à avoir. Et peut-être avoir moins de paperasse aussi. Oui, parce qu'il y en a qui vont dire vous êtes fatigué, mais qui dit plus paperasse dit aussi plus de normes, et vous savez même plus, vous en sortez pas, quoi. Oui, puis c'est la paperasse cohérente, quoi. On prenait un exemple, on doit faire des programmes de prévision sur tous les fertilisants qu'on fait. Donc on fait des prévisionnels sur ce qu'on va pratiquer sur nos sols. Oui. Ça sert à rien. Je veux dire, derrière, on enregistre tout déjà. Toutes nos pratiques, elles sont enregistrées. Dès qu'on contrôle, sur ordinateur ou sur papier, et on est contrôlé sur ce qu'on a réalisé. À quoi ça nous sert de nous faire des programmes prévisionnels de fertilisation notamment? Ça ne sert à rien. Il n'y a aucun sens. Donc on remplit ça de manière administrative. Ça, c'est la lourdeur administrative qui crée aussi des incohérences. Oui, bien sûr. Il y a des papiers qui sont déjà à l'administration qu'on nous demande 3 fois. Mais c'est partout pareil, c'est pas que nous. C'est pas que nous. Vous allez voir n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, quand vous avez des normes de sécurité à respecter, quand vous avez de la sécurité à respecter ou d'autres choses, vous avez forcément du contrôle, de la paperasse, etc. Mais c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Vous prenez les grandes entreprises, le budget de formation des collaborateurs, c'est énorme. Énorme. Il faut les former. Alors faut mettre une étiquette. Attention, si vous montez sur l'échelle, vous risquez de tomber. C'est une lourdeur administrative qui sert à des personnes qui font de l'argent là-dessus aussi, non? Non, parce que tout le monde met le parapluie en termes de responsabilité. On déresponsabilise tout le monde. Donc quand moi j'ai un salarié, si j'ai une échelle, je dois lui mettre une étiquette comme quoi, attention, s'il monte à l'échelle, il risque de tomber. Vous imaginez le truc. Et si je le fais pas et que l'échelle est un peu de travers, je risque
des pénalités. Si lui m'attaque, l'assurance risque de se retourner contre moi, etc. Tout est comme ça. On met des parapluies partout. Des parapluies partout, donc on met des normes, des trucs, des machins. C'est pas pour se dresser. Et souvent, la sécurité, c'est flagrant. Tous ceux qui embauchent des gens, on protège le salarié, etc. etc. Et parfois à raison, mais on est tombé dans un excès extrême. Évidemment, il ne faut pas tomber dans ce qu'on faisait avant, où il y avait des esclaves, ça se rapprochait à l'esclavagisme. Mais finalement, on va y retomber parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? On ne recrute plus. On prend des étrangers, on a des gens qui viennent d'Irak, de machin, qui ont un statut d'indépendant, ils viennent, ils bossent à la tâche et ils repartent. Et au final, c'est l'effet négatif. À force de vouloir mettre trop de normes, etc. La simplification, c'est ce qui se passe en agriculture. Puisque la simplification ne vient pas du haut, elle vient du bas. Donc les gens, ils arrêtent les ateliers d'élevage, parce qu'ils vont faire que de la céréale et c'est beaucoup plus simple. Et là, ils ont moins de charge mentale, moins de contraintes. Etc., au gré de départ d'associés. C'est comme ça que finalement on vide les campagnes. Vous avez commencé par une école agricole. Vous avez commencé par une école avant de... Moi j'ai un bac général, on va dire, et puis après j'ai un IUT en agronomie et une licence. Et vous avez repris l'exploitation de vos parents, de la famille? Mon père qui était hors cadre familial, mais voilà. Parce qu'actuellement, quelqu'un qui veut commencer ou qui veut avoir des terres, il ne va pas forcément pouvoir acheter en fait. En général, il y a beaucoup de locations Il y a beaucoup de pratiques autour de la location. Mais c'est vrai que c'est des capitaux qui sont lourds et ça devient. Plus les fermes sont importantes. Donc votre famille est aussi dans le domaine des céréales? Moi, famille, on a un peu de tout. Il y a des gens, j'ai des cousins qui sont éleveurs, céréaliers, on a un peu de tout. En tout cas, aujourd'hui, là, en ce moment, c'est du jamais vu. Vous pensez que là, si vous êtes là, c'est pour que ça... il faut vraiment qu'il y ait une prise parler aux Français. Moi, au-delà des mesures, vraiment, ce que j'attends, c'est une prise de conscience. Prise de conscience générale. Que l'État comprenne que on a une espèce de naïveté de croire, parce qu'on a fait des échanges mondiaux, etc., que le monde va être bien. Mais on voit bien que la stratégie des Chinois, la stratégie des Russes, des Américains qui nous lâchent, etc., qu'à un moment donné, il faut que l'Europe elle soit un petit peu stratégique. La souveraineté alimentaire, c'est pas un vain mot. Si vous voulez, Et dans le pays justement, vous prenez tout le film dans les yeux. Dans le pays où justement de la bonne bouffe, j'ai oublié le mot que j'utilisais tout à l'heure, mais on est vraiment dans le pays où on mange bien, gastronomique, voilà. C'est un comble. Peut-être qu'il faudrait que la France soit peut-être au-dessus. Enfin, peut-être pas au-dessus, ça va peut-être pas plaire, mais qu'elle soit protégée. Moi, je pense qu'il aurait fallu avoir différentes gammes. C'est-à-dire qu'on doit permettre à ceux qui sont compétitifs pour tous les produits de qualité, mais d'entrée de gamme. Et ceux qui veulent rentrer un peu plus haut de gamme, etc., on peut le faire. On peut prendre cette initiative-là. Mais à un moment donné, le monter en gamme général de l'agriculture, c'est pas possible. Parce qu'au final, la variable d'ajustement du citoyen, quand il a payé son logement, sa voiture, son iPhone, la variable d'ajustement restera l'alimentaire. Donc il faut qu'on puisse être, et c'est pas pour autant qu'on est en entrée de gamme, qu'on ne fait pas des produits de qualité, mais c'est davantage rationalisé et voilà. Mais il faut avoir conscience de ça. Et au final, aujourd'hui, on est à 50% de volailles importées. En porc, on était les premiers, on a régressé. En maraîchage, arboriculture, on était les premiers d'Europe, on a régressé. Le lait, on va importer du lait en 2027. On est le premier producteur, le pays du fromage. Et on va importer du lait. Tout le monde arrête dans notre département. La Nouvelle-Zélande déjà, la Nouvelle-Zélande. Après la Nouvelle-Zélande, je suis pas sûr que ça soit eux qui nous fassent le plus de concurrence. Je vois votre logo FNSEA, c'est le second gros syndicat après premier, pardon. Premier. FNSEA, c'est la fédération nationale, nous c'est la fédération départementale, mais c'est le même réseau. D'accord, même réseau. C'est le même réseau. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui peuvent vous dire les syndicats sont proches du gouvernement, ils font entre eux, il y a une sorte de magouille. Je vous dis les mots que j'entends. Oui, non, mais c'est de la cogestion. Alors certains disent qu'il ne faut pas cogérer, qu'il faut être contre. Mais à force d'être contre, on peut se braquer ou être sur des idées de dire on est contre, mais à un moment donné, il faut co-construire. C'est un syndicat qui fait des propositions. Ouais. Alors c'est sûr qu'on peut considérer qu'à partir du moment où on négocie, c'est la compromission. Mais non, on négocie, on fait des propositions, on essaie d'avancer. Parce qu'à un moment donné, le politique, faut pas croire, un politique c'est pas un leader contrairement à ce qu'on croit. Un politique c'est un suiveur. Le politique il regarde où va le vent
et il suit. Donc le syndicat FNSEA, c'est des gens qui font des propositions pour entraîner les politiques avec eux. Et en essayant, parce que l'enjeu des sociétés, c'est pas, je veux dire, protéger les milieux aquatiques ou protéger l'environnement, c'est un enjeu. Il faut qu'on le fasse. Et il faut qu'on le fasse avec pas forcément de la décroissance ou ce que certains peuvent proposer, la décapitalisation de cheptel. Il faut qu'on le fasse avec des solutions qui soient modernes, comme on a toujours fait depuis la nuit des temps. Et la FNSEA, elle est dans ce mouvement-là. Depuis quand ça date, cette décision de monter en gamme? Macron, c'est la stratégie de... C'est depuis que Macron est au pouvoir qu'il va rentrer en gamme, quoi. Bah, en fait, la stratégie d'Emmanuel Macron a été de effectivement dire faisons comme peut-être dans l'automobile des voitures haut de gamme et on saura s'en sortir comme ça. Sauf qu'il a oublié qu'à un moment donné, à un moment donné, le pouvoir d'achat n'a pas forcément su, quoi. Et finalement, nos produits sont substitués par des produits d'importation parce que les gens n'y arrivent plus, quoi. Je vais vous demander pour terminer, là vous restez ici peut-être pendant un temps, je ne sais pas combien de temps, tant que vous n'avez pas ce que vous voulez peut-être. Est-ce que là, vous ne bloquez pas forcément les routes et l'approvisionnement de Paris? Vous êtes autour de Paris, mais les Parisiens, est-ce qu'ils vont s'angoisser pour ne pas pouvoir manger? Il faut qu'ils fassent des réserves? On n'en est pas là, on n'en est pas là, mais c'est aussi, voilà, il y a du monde, il y a jamais, ça fait des années qu'il n'y a pas eu autant de mobilisation dans les départements. Tous les gens que vous avez pu interviewer en disant oui, les syndicats, etc., bougent. D'habitude, ils ne bougeaient plus. Aujourd'hui, dans le département, on n'a jamais eu autant de sorties, de gens qui... Donc, il y a vraiment une inquiétude du monde agricole. Et l'objectif, c'est qu'ils entendent quand même cette inquiétude. Et puis qu'ils sentent que là, il y a un vrai ras-le-bol, quoi. Donc, et puis qu'ils prennent conscience que s'ils perdent l'agriculture, ils vont perdre un pan. Parce qu'au-delà de l'agriculture, il y a des filières, il y a du travail. On fait vivre 5 personnes, un agriculteur fait vivre 5-6 personnes derrière, quoi. Il y a des filières. Il y a des filières, il y a une vraie économie et il y a une souveraineté alimentaire qui est extrêmement stratégique. Enfin, je veux dire, c'est inconscient de vouloir pouvoir être dépendant de... Et ça, De Gaulle l'avait compris, quoi. Pourquoi il a pris l'agriculture? Parce que voilà, l'agriculture et le nucléaire, il n'a pas fait ça par hasard. Pour être indépendant sur l'énergie et sur l'alimentaire. Voilà, c'était une vision. Si aujourd'hui vous n'avez que des comptables en tant que gouverneur, c'est des comptables, ils regardent, machin, etc. Ils sont dans des bureaux. Ouais, mais parce que ça manque de vision. Enfin, après, c'est mon avis. Vous m'avez dit votre prénom? Nicolas. Nicolas, je vous remercie beaucoup. De rien. Merci.